15h15 sur le plateau d'All for Pack TV. Bienvenue à tous, chers visiteurs, chers exposants, pour ce dernier grand débat sur notre plateau intitulé Vin et spiritueux, le design packaging, facteur clé de l'expérience client, ou comment ne pas avoir à choisir entre le contenant et le contenu. Un plateau inspiré par l'INDP, l'Institut national du design packaging. Il nous tenait en effet à cœur de fêter 4 jours de plateau TV sans avoir consommé une goutte ni de vin ni de spiritueux. Avec vous, chers invités, Céline Delcourt, vous êtes fondatrice de CD Design à Cognac, ça ne s'invente pas. À côté de vous, Emmanuel Touan, vous dirigez l'agence DC Design. Et en face de vous, Olivier Démétriadis, vous êtes directeur commercial chez Digital Packaging. Et vous êtes très versé aussi dans les spiritueux, il faut bien le dire. Alors, comment quitter les sentiers battus dans ces deux secteurs, le vin, les spiritueux, qui sont pétris de tradition, pétris d'histoire, pétris de patrimoine? Évidemment, ce n'est pas chose facile. Surtout que les propriétaires de chais, parfois, sont très conservateurs. Et vous êtes là, madame, messieurs, pour nous donner des pistes de réflexion, des exemples de réalisation qui repensent un peu cet univers, qui donnent une valeur ajoutée nouvelle à ces breuvages. Alors, je vous propose de démarrer tout de suite avec vous, Emmanuel Touan, par le vin. On va séparer cet univers de celui des spiritueux. Alors, votre agence se spécialise vers les PME, c'est-à-dire, en gros, la majorité des chais en France, hein, c'est ça ? Oui, absolument. Oui. Quel constat faites-vous? Quels sont les atouts et les freins du design packaging dans le vin? Alors, c'est une question c'est une question large, hein, bien sûr. C'est une question un peu large. Je dirais que, comme vous l'aviez bien dit, la plupart des maîtres de chais ou des directeurs d'exploitation, puisque ça peut être aussi de la direction d'exploitation tout simplement, sont bercés dans des codes qui sont des codes qui sont repris sur le territoire. On est en France excessivement occupé par l'adéquation de son design, que ce soit son étiquette ou sa forme de bouteille, avec son territoire. Et donc, qu'on soit à Bordeaux, qu'on soit en Champagne, qu'on soit en Bourgogne, si je parle des vins, on a une bouteille qui est une bouteille du terrain, du terroir, et donc qui est reconnue par le consommateur comme étant bouteille du terroir. Et les étiquettes, de la même façon, ne sont pas des étiquettes qui vont déroger. On essaye de travailler sur des étiquettes. Alors quand on parle, je parle de tout un chacun, quand ils ne sont pas accompagnés par une agence de design, on essaye de travailler sur une étiquette qui se veut différenciante, mais qui ne l'est pas, puisqu'on réplique les codes graphiques. On fait finalement du formels. Exactement. On réplique les codes graphiques et formels de son concurrent direct. Et donc ça fait qu'on a peu de possibilités de différenciation. Et si nous, on a un métier sur lequel on peut appuyer sur on a un métier sur lequel on appuie sur la perception, sur la valeur perçue des objets, si on n'est pas capable de faire comprendre que la différenciation, elle passe par une refonte graphique, formelle, matière d'un projet, d'un sujet, hein, que ce soit du vin, des spiritueux. Moi, j'ai une agence qui n'est pas forcément spécialisée dans le domaine. Donc, oui, vous traitez d'autres domaines, effectivement. On traite d'autres domaines. Mais c'est un domaine attachant. Oui, et qui est un domaine dans lequel il y a beaucoup à faire. C'est-à-dire qu'on est resté un peu campé sur nos positions. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais en général, elles sont mal perçues. C'est-à-dire que quand un château, alors ça change, hein, mais quand un château supprime le château de son étiquette ou le dessin des vignes de son étiquette, tout de suite le consommateur, français en tout cas, se dit oh là là, c'est plus un Bordeaux, c'est plus un Bourgogne. Alors qu'on voit qu'il y a de grandes maisons, même de grandes maisons, qui ont commencé à adapter des codes qui sont plus simples, qui sont graphiquement beaucoup plus légers et qui propulsent en fait le produit dans un univers qui n'est pas celui du vin de terroir, mais qui est sur celui d'un vin d'appellation. Et c'est comme ça qu'on arrive à finalement se différencier en créant une marque qui est différenciante en soi, simplement parce que l'étiquette est différente. Si vous allez chez un grand distributeur, et notamment dans le Bordelais, vous allez avoir une cave gigantesque. Mais alors, pour faire la différence entre un Bordeaux et un Bordeaux, en sachant qu'il y a 84 appellations à Bordeaux, évidemment, les consommateurs sont perdus complètement. C'est ça. Et donc, nous, on sert normalement à les guider. Notre premier rôle. Jusqu'à présent, c'est le caviste, finalement, hein, qui sert de guide. Puisqu'il n'y a pas de différenciation particulière. Alors, vous avez tout à fait raison. Nous, je dirais que c'est quand les gens n'ont pas le temps d'aller voir le caviste. C'est pas le packaging, c'est le savoir-faire, finalement, de celui qui connaît.
et qui transmet en quelque sorte. C'est un produit culturel, le vin. Tout à fait d'accord avec vous, mais quand on n'a pas le temps, c'est vraiment une notion importante, quand on n'a pas le temps de se faire conseiller. Ou qu'on va en grande distribution, parce qu'une partie du vin se vend aussi en grande distribution. C'est pour ça. Alors la grande distribution, si on va en grande distribution, c'est souvent parce qu'on n'a pas le temps, parce que les gens n'aiment pas aller en grande distribution. Ou qu'on commande sur Internet. Elle est pas bonne. Ou qu'on commande sur Internet, parce qu'aujourd'hui le e-commerce fonctionne beaucoup dans le vin aussi. On avait ce matin Cdiscount sur ce plateau qui nous dit être le premier, on n'a pas vérifié évidemment, mais le premier distributeur de vin en France. Oui, c'est Cdiscount. Oui, tout à fait. Donc il y a du boulot pour le design packaging. Forcément. Puis on va passer la parole à Céline juste après. Bien évidemment, et forcément il y a du boulot pour le design packaging puisque le pack sert à communiquer. C'est un des seuls médias qui va jusque chez nous, à l'intérieur de nos maisons. Donc le pack il sert à communiquer et finalement à éduquer le consommateur tel que le ferait un caviste quand il n'a pas le temps d'aller voir un expert. Céline Delcourt, alors vous êtes assez spécialisée dans les spiritueux, mais malgré tout, vous avez forcément votre point de vue de designer sur le vin. Oui. Donc on parlait de cette tradition. Est-ce qu'il faut garder quand même le poids du terroir, le château, ou est-ce qu'on doit vraiment mettre tout ça au panier ? Pour moi, en fait, c'est surtout une question de valeur et liée à la maison. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment retranscrire comme image, comme valeur, comme territoire d'expression. Pour moi, c'est pas. Il a peut-être un château ou il en a pas. En tout cas, en fonction de son produit, des valeurs qu'il a envie de revendiquer à ses consommateurs, de ce qu'il a envie de partager aussi à travers ce vin finalement à ses futurs consommateurs, clients. Du coup, pour moi, il va être question surtout de retranscrire en fait à travers des mots clés. Qu'est-ce qui est vraiment important à revendiquer et comment on peut vendre finalement ce vin. Est-ce qu'on veut revendre à travers finalement le côté traditionnel, donc à travers peut-être un château, mais peut-être pas. Peut-être un château en 3D, on met des lunettes et puis le château se met à bouger. Après, ça peut être le traité, on peut jouer sur différents traités aussi pour amener, on peut travailler sur un château, mais le château peut être complètement sur un style assez moderne, finalement assez contemporain, on n'est pas obligé d'avoir un traité très traditionnel. Et à côté de ça, on peut aussi, peut-être que finalement, il veut jouer plus sur le côté moderne et donc, ou plus sur le côté naturel ou fruité de son vin. Donc là, on va jouer sur d'autres codes. Donc voilà, finalement, c'est vraiment une description. En tant que designer, on doit vraiment, pour moi, décrire et retranscrire vraiment le message qu'a envie de passer le producteur à son consommateur, en fait. Olivier Démétriadis, alors vous êtes digital packaging spécialisé dans les packaging connectés. Oui, alors là, on a un exemple avec un spiritueux, mais on va quand même parler du vin parce que finalement, ça s'applique de la même manière. Vous dites, votre credo, c'est de dire on peut enrichir finalement l'expérience client ou on peut créer une expérience client en connectant le packaging de la bouteille. Tout à fait. C'était parti sur une réflexion en fait en partant de vos designs, de vous designers. Vous ne faites pas tout à fait le même métier finalement. Non. Vous êtes complémentaires tous les deux. Nous avons une étiquette d'imprimeur tous les trois à la base. Donc retranscrire justement vos designs le mieux possible sur les étiquettes, sur les étuis. Et puis la réflexion étant, c'est de pouvoir rajouter de l'information sur le vin ou sur les spiritueux, de rajouter de l'histoire. Et en fait, par cette méthode de connectivité, en fait, sans toucher à votre design, ça nous permet de ramener justement de l'information supplémentaire, de raconter la fabrication, de raconter cette histoire ancestrale d'un produit et tout en connectant les emballages. C'est-à-dire que vous conciliez finalement la tradition et la modernité. Oui, tout à fait. C'est la modernité pour arriver justement à faire monter facilement de l'information, mais sans dénaturer justement cette tradition, ces valeurs, que les marques sur lesquelles elles sont très attachées, effectivement, parce que c'est une valeur ajoutée aussi. C'est une partie finalement de la valorisation d'un vin. Emmanuel Thouan, le vin est resté tellement engoncé pendant longtemps dans des codes que l'innovation, elle partait à l'international, en ce qui concerne l'étiquette, le packaging, l'image. Oui, absolument. On a vu beaucoup d'innovations dans le vin qui sont venues des vins dits du monde. Donc, d'ailleurs, ça se retrouve bien vous parliez de la grande distribution, ça se retrouve bien même chez nos cavistes. C'est-à-dire que les vins du monde ont fait des efforts importants sur l'étiquette en termes d'innovation. Alors nous, de notre côté, on a perçu ça comme des efforts, alors qu'en fait, ils ont tout simplement essayé de traduire leurs valeurs à eux. Ils ont tout simplement essayé de raconter leur vin
ce que disait ma collègue. C'est vraiment notre métier, effectivement, c'est le sujet. Et nous, on a mis du temps. Alors certains ont fait ce pas-là, ce pas de côté, on va dire. Mais on a mis du temps parce que la plupart des gestionnaires de domaine ou des maîtres de chais ont peur encore une fois, de se différencier vraiment fortement de leur communauté, puisqu'ils vont avoir l'impression de perdre de la légitimité. Ou de perdre de la valeur en quelque sorte et de se diluer dans le marketing. Ouh là là, comme c'est vilain. Absolument. Alors ça, je dirais même que moi, je travaille sur plus de 38 secteurs d'activité différents, et donc ça, c'est valable partout. C'est-à-dire qu'on a l'impression en France que le marketing sert à cacher la misère, au lieu de dire ça sert à améliorer la vente d'un bon produit. Bon, on ne va pas se cacher, hein, il y a des produits de misère qui ont un beau marketing aussi, hein, mais on ne parle pas forcément du vin. C'est exact, mais il y a beaucoup de très bons produits qui ont un bon marketing aussi. Et donc nous, on a tendance à toujours voir là où ça ne va pas, alors qu'en fait le marketing permet de vendre de bons et de beaux produits. Si le consommateur trouve qu'un produit est mauvais, il ne le rachète pas, même s'il l'a trouvé beau au départ. Donc si le marketing est superbe mais que le produit est mauvais, le produit, en deuxième passe, il ne va pas avoir de réassort et donc finalement il va tomber dans les oubliettes. En France, on a eu un marketing très, très dirigé par les vins primeurs aussi pendant longtemps. On avait du bœuf et puis le reste du monde, quoi. Oui, c'est le Beaujolais nouveau, je fais référence, bien sûr. Évidemment. Avec beaucoup de marketing, y compris dans le contenu, hein, et ce qui l'a beaucoup desservi. Comme quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et comme quoi, c'est pas le design qui fera qu'un produit va fonctionner ou pas, c'est un complément. On est là pour accompagner le produit. On n'est pas là pour le changer. C'est-à-dire que si le produit est mauvais à la base, un designer peut faire tout ce qu'il veut, le marketing peut faire tout ce qu'il veut, ça ne changera pas le sujet de fond qui est le produit qui n'est pas bon ne se vendra pas. Moi, je suis ravi d'avoir des clients qui travaillent bien, puisque ça me permet de valoriser leurs produits, mais parce que les produits à la base sont bons. Donc je suis ravi de valoriser de bons produits. Il m'est arrivé de travailler sur des produits qui étaient en deçà de ce qu'on peut attendre d'un produit du commerce. Et dans ce cas-là, bien évidemment, les produits sont tombés, comme je le disais, dans les oubliettes. C'est pas parce qu'on fait du beau qu'on va améliorer la perception du bon. Alors, se pose la question de ce qu'on doit conserver. Céline Delcourt. Je vais me permettre de citer Noël Capferrer, qui a publié un livre qui s'appelle Luxe oblige. Alors vous travaillez sur les codes du luxe beaucoup. Hein, oui. C'est ce que l'on voit quand on regarde votre site internet. C'est ce que l'on perçoit en tout cas. Capferrer nous dit le luxe, c'est l'association de 3 éléments que sont le terroir, donc le lieu, le sang, c'est-à-dire les hommes, et l'histoire, c'est-à-dire le passé. Est-ce que ça, on doit toujours le garder pour raconter l'histoire du vin ou des spiritueux d'ailleurs Ou l'un des 3 ou 2 des 3 Après, ça va être vraiment en termes de message. Quel message on a envie de faire passer? Qu'est-ce qu'on a envie de revendiquer en termes de valeur? Quelle émotion on veut faire passer à travers notre packaging? Donc à travers ça va être quel outil on va mettre en place et qu'est-ce qu'on va développer. Donc c'est vraiment une stratégie, il y a une réelle stratégie à élaborer avant de constituer finalement un décor ou une étiquette ou autre. Mais est-ce que c'est important pour vous ces 3 mots? Est-ce que vous les rappelez à chacun de vos clients ou pas? Le terroir, le sang, l'histoire. En fait, je travaille beaucoup sur les émotions et sur les valeurs des gens, sur à la fois leur savoir-faire et leur savoir-être. D'accord. Vous ne cherchez pas à imposer votre croyance de ce qu'est finalement le non, le parce luxe qu'en fait, je préfère d'abord comprendre finalement ce qu'il attend ou qu'est-ce qu'il perçoit, et de là, en fait, soit l'amener. J'aime travailler vraiment soit en l'amenant sur un axe, on va dire évident pour lui, et avoir un autre axe. Qui sort un peu des sentiers battus, où on essaye de surprendre finalement notre client et à la fois le consommateur derrière, et amener de la valeur ajoutée à travers des techniques d'impression qu'il ne connaît pas forcément, ou différents types de matériaux, ou, voilà. Mais tout en ayant un discours marketing pertinent lié au graphisme. Mais cela va s'établir vraiment en corrélation avec le client et ce qu'il a besoin finalement de mettre en avant. Ou ce que vous arrivez à lui faire exprimer, parce que vous ressentez voilà. des choses que le client ne met peut-être pas en avant. C'est ce qu'on appelle peut-être les idées sous-jacentes. Oui, après c'est à moi justement je dis ça de poser sans avoir des questions. Les termes du design. Oui, voilà, c'est à moi où j'essaie vraiment de poser des questions pertinentes pour l'amener à une réflexion qu'il n'a pas eu forcément jusque-là. Justement,
quand ils demandent à un designer d'intervenir sur leur marque, c'est quand même leur produit, voilà, c'est leur bébé, quoi, leur bébé. Ou l'ensemble des bébés qu'ils ont. C'est ça, et donc c'est toujours délicat de dire bah non, ça c'est bien, c'est pas bien, c'est plutôt à comprendre, ok, vous avez fait ça, pourquoi vous avez fait ça. Aujourd'hui, si vous me demandez d'intervenir, c'est que vous avez besoin, finalement, il y a un besoin, il y a une amélioration à faire, ou on veut changer peut-être complètement d'orientation. Et du coup, là, voilà, c'est de réfléchir, ok, il y a eu ça de fait. On ne va pas complètement non plus tout dénaturer parce qu'on a besoin de garder on une conserve légitimité quand même les et une éléments cohérence. de légitimité du client. Voilà, c'est ça que vous voulez dire. Très bien. Et de là, du coup, on développe... On intervient sur un existant et on crée une histoire autour, finalement. Voilà, en ajoutant peut-être ou en infléchissant certains axes. C'est ça. Olivier Démétriadis, on en vient finalement à la manière de communiquer ces messages aux clients. Alors, le terme consacré dans le métier, c'est les points de contact client. Voilà. C'est-à-dire que finalement, on peut multiplier ces points de contact. Alors le point de contact classique, c'est le produit, c'est le contenu, bien sûr. C'est le souvenir que l'on a du Bordeaux qu'on a bien aimé il y a 6 mois quand on était invité et qu'on veut retrouver à nouveau. Mais vous en créez d'autres. Donc, alors, montrez-nous comment ça fonctionne, votre système. Donc avec une appli, je crois, que vous avez développée. On a développé une appli mobile sur le téléphone portable, permettant de faire monter du contenu. De faire monter, et non pas de fermenter. De faire monter du contenu sur une marque. Alors, comment ça marche? En fait, aujourd'hui, on fonctionne avec de la reconnaissance d'image. On abandonne un peu le QR code qu'on a souvent connu sur les emballages. Ce QR code, aujourd'hui, sert beaucoup sur la traçabilité, sécurité, supply chain, mais au niveau marketing, on s'apercevait que c'était très peu flashé. Donc aujourd'hui, on passe sur de la reconnaissance d'image. On a créé une plateforme et nous prenons en fait une photo d'un emballage que l'on met sur notre plateforme, et à partir de ce moment-là, l'emballage est reconnu comme un QR code, comme une signature. Et puis après, en face, on donne les accès de cette plateforme à la marque, du whisky, du spiritueux, du vin, et la marque va enrichir l'intérieur de l'emballage en mettant de l'information sur justement l'historique, la fabrication. Donc on est renvoyé vers un site internet? Alors c'est des liens, c'est-à-dire quand on va pouvoir flasher, quand on va flasher l'emballage, donc en reconnaissance visuelle, on va avoir tout un contenu qui va monter sur le téléphone, et vous allez pouvoir choisir très visuellement. Vous avez des petites vignettes, des images qui vous indiquent si c'est un tutoriel de recettes pour un cocktail, si c'est de l'historique, etc. Et donc c'est des méthodes un petit peu moins intrusives que ce qu'on a connu. On laisse le choix au consommateur d'aller piocher finalement l'info, la partie de l'histoire du produit qui l'intéresse. Et puis, après, alors il y a une deuxième chose, c'est l'étiquette. Alors ça, sur les étuis effectivement qui sont en vente assez directe, on n'a fait que de la communication corporate et institutionnelle pour pas que le consommateur puisse flasher et avoir de l'information et peut-être des leviers pour le forcer à acheter. Et puis à l'intérieur de cet étui, on a des bouteilles. Et là, on a voulu rendre la bouteille unique. C'est-à-dire qu'on a créé une immense image représentant l'univers de la marque, et avec des logiciels spécifiques, on est capable de morceler cette image en une multitude d'images différentes. Faites faire un quart de tour sur la gauche à votre bouteille, qu'on puisse la voir à la caméra. Donc là, stop, on voit l'étiquette effectivement. Donc chaque étiquette est différente sans que l'œil ne la remarque. Exactement. Si on met toutes les bouteilles les unes à côté des autres, on verra toujours cet univers graphique avec ses lignes, les mêmes couleurs, etc. Quel est l'intérêt de personnaliser à l'unité l'étiquette? L'intérêt d'avoir justement une étiquette unique, c'est quand sur notre téléphone, on va flasher l'étiquette, on va continuer d'avoir un contenu corporate, institutionnel de la marque, mais on a également possibilité de personnaliser la bouteille de façon digitale à partir de son téléphone. Donc on rentre dans une application où on peut saisir par exemple bon anniversaire, chère maman. On rentre dans le monde tu as tellement de soucis que je t'offre une bouteille d'alcool pour noyer tes problèmes. Dans le gifting où on achète une bouteille de spiritueux, on la flash et là on va dire voilà, je t'offre cette bouteille pour ton anniversaire. On met une photo des participants par exemple. On peut y ajouter de la musique, de la vidéo. Alors, est-ce qu'on peut être aussi créatif dans les spiritueux, puisqu'on va parler maintenant des spiritueux, que dans le vin ou plus? Il semblerait que les codes des spiritueux soient un peu plus propices à la créativité finalement.
Alors Évidemment, aujourd'hui, après, on vous posera à tous les deux la question. c'est des procédés un petit peu novateurs, un peu nouveaux. Donc c'est vrai Ça que prend nous, plus dans les spiritueux que dans le vin? disons qu'on a commencé par les spiritueux, le champagne, les cognacs, les whiskies, étant donné que c'est quand même des technologies assez importantes, donc qui ont un coût. Et évidemment, on l'a rapporté par rapport au prix. À la valeur unitaire du produit. Unitaire du produit. Aujourd'hui, notre expertise veut qu'on commence à avoir des contacts importants dans le champagne et dans les spiritueux. Cognac, vodka, champagne, j'ai noté. Voilà, tout à fait. Par contre, dans le vin, on n'a pas encore tout à fait expertisé ce domaine, qui est certainement très intéressant sur la communication, sur l'histoire. Mais après, il faut rapporter ça par rapport à un prix de vente. Et aujourd'hui, on n'a pas encore expertisé le domaine du vin. Céline Delcourt, est-ce qu'on peut être plus créatif en matière de spiritueux qu'en matière de vin? Le territoire est plus propice à la créativité? Pour moi, dans les deux cas, on peut être très créatif. Encore une fois, c'est plutôt, on peut être très créatif dans l'apport de nouveaux matériaux, de nouvelles textures, de nouvelles matières. Et ça marche à la fois pour les vins, pour les spiritueux. Même les vins font des cuvées uniques, des éditions limitées. Mais alors dans le champagne, on en fait beaucoup. Dans le champagne, on en fait beaucoup en termes de connectique et de personnalisation. Vous avez beaucoup Veuve Clicquot qui créait ça en termes de packaging innovant où on écrit un petit mot qu'on peut donner. Oui. On a l'impression qu'il s'inspire du parfum chez Veuve Clicquot. Parce qu'on a un univers extrêmement codé de la même manière que les parfums, avec des déclinaisons multiples sur le nom. On a des gammes. Enfin, c'est... D'ailleurs, j'en achète plus. Mais il y a un vrai transfert de valeur entre spiritueux et c'est un jugement de valeur. Parfum, ouais. Emmanuel Thoin, est-ce que la créativité est plus forte? Vous avez avec vous, devant vous, une magnifique bouteille de whisky armorique. Racontez-nous l'histoire. Alors, merci pour le magnifique. J'irai pas jusqu'à magnifique. Écoutez, c'est un jugement de valeur encore. C'est une bouteille qui, en tout cas, a les bons codes, je pense, sur le whisky et le suremballage également. Je voudrais rebondir simplement sur la technologie et la question que vous posiez sur le vin. Moi, je trouve ça très intéressant dans le sens où si on commence à personnaliser une bouteille de vin, à personnaliser son information, au niveau traçabilité, ça veut dire que pour demain, le consommateur sera potentiellement capable, en flashant sa bouteille, de géolocaliser le terroir et la parcelle d'où vient le vin et d'où la vigne vient. Donc on recolle à l'histoire, exactement, et aux là, hommes. On recolle à ce que vous disiez tout à l'heure sur le luxe et de Jean-Noël Capferrer. Bon, c'est vous qui m'avez soufflé la phrase. Là, on recolle sur l'usage, en fait. Et il y a une grosse notion qu'on n'a pas abordée, c'est pour que dans un marché s'implante une technologie, il faut trouver les bons usages. La puce RFID, pour parler d'un autre sujet, ça existe depuis 30 ans. Il n'y a pas eu suffisamment... Pour autant, on ne l'a pas exploité. Exactement. On ne l'a pas exploité parce qu'on n'a pas trouvé d'usage. Ça, ce que vous nous présentez, ce que Digital Packaging nous présente, il y a un intérêt réel sur l'usage parce qu'on voit qu'on peut extrapoler sur je comprends mieux le vin, je sais d'où il vient, je suis capable de le localiser. Et dans ce cas-là, je continue à raconter mon histoire. Bon, ça, c'était pour la petite parenthèse sur la techno. Maintenant, vous m'avez posé la question d'Armoric. Alors, Armoric, on est très fiers puisque c'est devenu le premier whisky français en termes de vente. Donc c'est un whisky français fabriqué en Bretagne, exactement, par des Alsaciens. À Lannion, pas du tout. La famille, au départ, s'appelle Waregem, la distillerie de la famille s'appelle Waregem, mais il y a eu changement entre générations parce que c'est une distillerie qui est centenaire. Et qui était alsacienne au départ. Il y a eu plusieurs générations. Voilà. Il y a eu les Alsaciens qui se sont installés en Bretagne effectivement pour continuer avant-guerre à produire de l'alcool. Et de fil en aiguille, la distillerie s'est transmise à monsieur Lesourd, puis à monsieur Roussier, qui est l'actuel directeur à la distillerie et qui nous a fait l'honneur de nous confier sa marque. Donc la marque Armoric, qui est devenue une marque de whisky déjà très implantée. Alors attendez, c'est extraordinaire ça, parce que le premier whisky français, c'est pas le premier whisky vendu en France quand même. Hein. Non, voilà, bien évidemment, c'est le premier whisky français vendu en France en termes de quantité. Se faire un nom dans l'univers du whisky, ça veut quand même dire qu'il y a du boulot, y compris, surtout pour le design aussi. Alors, il faut savoir qu'il y a une trentaine de distilleries de whisky en France et qu'ils s'en ouvrent. Hein. Je veux dire, c'est un secteur qui croît. Donc, il y a des gens qui ouvrent des distilleries de whisky de nos jours. Mais effectivement, le whisky français était peu ou pas reconnu jusqu'ici, et il se trouve que ce whisky-là s'est bien exporté, mais parce que tout simplement, pour revenir au design et à la sensibilité, ce qu'on a fait, on a créé une marque
qui utilisent ce que j'appelle moi les codes des grandes marques. Donc, c'est-à-dire si vous allez voir ce qui se passe en Écosse, chez Talisker, chez Glenfiddich, Glenmoe, enfin Glenmorangie, pardon. On arrive bien à zoomer, on voit bien donc la bouteille. Expliquez-nous en quelques mots. Pourquoi vous reprenez des codes de grands noms? Alors rapidement, par exemple sur ce suremballage ici, on voit que bon, on utilise à peu près tout ce qui peut se faire sur un emballage, enfin sur un suremballage, c'est-à-dire de l'or à chaud, donc que vous avez en bleu, du vernis sélectif, de l'embossage, de l'estampage et une forme de découpe. Alors on a mis tout ça en place alors que c'était très difficile puisqu'ils avaient des quantités par produit qui étaient en gros de 5000 pièces. Donc 5000 pièces, ça ne permet pas de s'amuser à faire des outils machines. C'est pas possible. Et pourtant, ils avaient plusieurs références. Et pourtant, ils avaient de nombreuses références. Donc ce qu'on a fait tout simplement, on a travaillé sur la stratégie de marque. Donc le design est très lié au branding. Et du coup, sur la stratégie de marque, on s'est dit pour un produit, pour toutes les gammes de produits, on va utiliser le même emballage, donc le Armoric. Et ensuite, on va tout simplement permettre... Regardez, comme ceci, on met la bouteille dans un pochon. De mettre la bouteille dans le pochon. Alors je vais essayer d'y arriver avec le micro. C'est pas facile. Eh bien oui, mais ça marche très bien. Donc ça veut dire que là, on a une référence de bouteille qui est peut-être un peu plus petite que la taille maximale de la boîte. Et que selon les tailles finalement de bouteilles, on va adapter par ce qu'on système. a fait, on a travaillé sur avec le nom de la référence. Voilà, ça y est, j'ai compris. On a travaillé sur une bouteille qui s'adapte donc à l'ensemble au même packaging avec la même bouteille, et c'est ce qu'on a appelé la chaussette, qui vient en fonction du produit que je suis en train d'insérer, qui vient proposer et ma dénomination produit et un petit peu de marketing sur les côtés, et surtout toutes mes informations consommateurs avec le code EAN. Ce qui fait que la première année, alors que c'est une distillerie qui est une PME, hein, je répète, moi je travaille principalement avec des PME ou des ETI, même si on donc là vous avez fait, alors j'ai compris, vous avez fait économiser à votre client. Vous avez investi dans un très beau packaging, mais au final, ça fait des économies de packaging parce que vous avez cette astuce, on va dire, cette petite astuce de design, bah oui, mais qui est une faut-il y chaussette, penser exactement. Et donc, ça leur a permis effectivement d'utiliser les armes marketing des grandes marques avec un coût de production qui a été réduit, c'est-à-dire qu'ils payent moins cher qu'avant. CQFD, ça sert à ça, une agence de design packaging. Exactement. Céline Delcourt. Vous avez un exemple à nous montrer, alors vous allez nous le commenter, on va passer la vidéo, et là on parle de cognac. D'un factice, oui, pour le coup, en fait, dédié aux spiritueux. D'accord. Alors, on va voir les images donc, qui vont être diffusées. Il s'agit en fait de Royal Essence, un projet collaboratif qu'on a élaboré donc, avec 3 partenaires. On est encore dans le noir. Hein, donc là, tout de suite, alors là, vous identifiez donc différentes. Vous avez 2 dorures, vous avez un marquage à chaud, du textile, des découpes textiles et du textile 3D donc dans le fond du coffret. Donc voilà, cette petite vidéo essaye en même temps, vous avez de la gravure, un col en textile jacquard. Bon, la vidéo passe très vite, mais il y a une innovation vraiment packaging. Voilà, l'idée a été d'amener 3 savoir-faire, en plus du mien bien sûr, mais ça a été donc toute la partie création d'un nouveau packaging qu'on a appelé coffre-étui, donc avec la société Adic. Donc c'est un étui qui s'ouvre et qui se transforme en glorifier, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. On a vu, oui, tout à fait. Orimono avec Christelle Lavore pour la partie textile. Donc ça a été vraiment, j'ai réalisé des dessins et elle les a retranscrits donc en textile. Donc vous avez toute une laisse qui est sur la porte, donc vous voyez au niveau de la découpe, et ensuite voilà, vous avez un effet réverso quand on ouvre la porte. Donc ça, c'est destiné à des clients qui ont beaucoup d'argent ou c'est accessible? Tout dépend après des quantités, encore une fois. Tout dépend de. C'est exactement ce qu'on disait avec Emmanuel Thoin. En fait, l'idée ici, ça a été vraiment pour nous 4. Donc, il y a aussi la société MSV pour la gravure. L'idée pour nous 4, c'était de mettre en avant nos savoir-faire, montrer des techniques qui peut plus, peut le moins. Donc là, alors là, beaucoup de choses. On est dans quoi? Dans l'interprétation de la tradition avec du packaging moderne. Finalement, un packaging qui s'ouvre comme un flyer. Un packaging qui s'ouvre, non. Enfin, pour moi, c'était plutôt avoir vraiment transformer le concept de l'étui, avoir une autre approche de l'étui pour surprendre le consommateur. Je l'ai interprété comme ça, mais après tout, chacun y trouve ce qu'il a envie. Mais surtout, l'intérêt, c'était de montrer l'apport des matières et donner envie d'innover en fait aux marques. Et ensuite, c'est finalement un démonstrateur à tiroir. Chacun utilise le savoir-faire dont il a envie pour son produit. Voilà, c'est pour donner envie, en tout cas, d'utiliser vraiment des savoir-faire aussi bien
impression, de gravure ou de textile que finalement on trouve qu'on utilise peu sur des packaging et qui a vraiment une valeur ajoutée aujourd'hui. On est de plus en plus dans le sensoriel. Oui, et pour terminer avec vous, vous avez un autre produit, le Spiritou. Spiritou d'Abécassis. Alors là, c'est encore une autre démarche. On voudrait voir des images, voilà. Une démarche beaucoup plus artistique que packaging finalement. Oui, parce que là, on est dans des points de contact bien différents. On a un objet autour de la bouteille. Ça a été réalisé avec une amie, donc Maria Perafan. On est dans le luxe là, hein. On n'est pas. C'est ça. On est dans les séries limitées. On est dans la valorisation d'une marque, donc Abécassis, c'est très artistique. Une maison de cognac, et qui, pour l'événement de la part des anges, on a voulu sublimer et valoriser, transporter la marque à travers vraiment le milieu des collectionneurs, surprendre leur cible habituelle. Et à travers cette association avec Maria donc sur la sculpture et moi-même pour tout le concept sur la gravure là, sur la carafe en cristal. Là, il y a une touche féminine tout à fait évidente en plus. Hein. Voilà. Après, on parlait sur ce plateau hier des spécificités des femmes dans le packaging. Et bien voilà, on a un très bel exemple. Alors que pour vous, Olivier Démétriadis, et ça sera le mot de la fin, c'est sur le smartphone qu'on a la différenciation. Oui, nous on l'a joué comme ça parce que notre métier n'est pas sur le design, donc on a voulu apporter de la valeur ajoutée en fait au print, donc à l'impression. Et je rejoins tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, on a créé un outil pour véhiculer de l'info, pour créer du lien entre le consommateur et la marque, mais ce qui va primer demain, c'est vraiment l'usage qu'on va bien vouloir lui donner et le contenu qu'on va bien vouloir mettre à l'intérieur. Et aujourd'hui, les marques doivent vraiment se concentrer sur ce contenu pour donner de la valeur à ces emballages et trouver de l'usage. Et vous, designers, je pense que vous êtes parfaitement bien placés pour justement trouver ces usages sur les packaging de demain, quoi. Si l'on doit consommer des breuvages tels que les vins et les spiritueux avec modération, en revanche, on doit abuser des agences de design packaging dédiées à ces univers. Merci à vous, Céline Delcourt, CD Design, Emmanuel Touin, agence d'ici, et vous, Olivier Démétriadis, Digital Packaging. À votre santé, bien sûr. Dans 10 minutes sur ce plateau, la Minute Tendance, Jérémy Angelier, même dans 5 minutes, reçoit un des 9 lauréats des Pack Expert Innovation Awards, Sliver International, créateur d'un packaging bouteille 100% recyclable. Je ne vous dis que ça. Excellente fin d'après-midi sur All for Pack.